Bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui de l'univers de Huntik et de tout ce qui le concerne en général. Les pouvoirs, les artefacts, les factions, etc. Et j'ai l'honneur d'avoir pu réaliser cette vidéo avec Takeru. Il a fourni un travail spectaculaire et du coup ça nous a permis de faire une vidéo assez complète, je trouve. Mais trêve de blabla et commençons directement. Un peu de contexte. Pour combattre les annulateurs, Lord Casterwill, considéré comme le tout premier chercheur, appela les titans depuis le monde des esprits Huntik pour le rejoindre dans sa bataille. Ce combat, qui durera 500 ans, s'acheva avec la défaite des annulateurs ainsi que du Lord Casterwill en lui-même qui s'est sacrifié. Avant sa mort, il décida de sceller l'entièreté des titans dans divers amulettes qu'il va les répandre partout dans le monde afin que de futurs chercheurs puissent les retrouver. Pourquoi ? On sait pas, c'est peut-être parce qu'il en avait envie, ou il s'est dit allez une petite chasse aux œufs, possiblement. Dans l'univers de Huntik, ceux que l'on nomme chercheurs sont des gens qui recherchent des civilisations disparues et qui ont fait un lien avec un ou plusieurs titans. Une fois le lien effectué, les chercheurs maîtrisent des pouvoirs. Il faut pour cela, malgré tout, un peu de pratique pour bien les utiliser. On peut les apprendre aussi bien dans les livres qu'avec un instinct pratique. Certains brillants chercheurs peuvent même créer leur propre pouvoir. Ce fut le cas pour Stopcall, pouvoir créé par Klaus par exemple. C'est la raison pour laquelle certains groupes de chercheurs maîtrisent généralement les mêmes types de sorts, comme la spirale de sang ou la fondation. On remarquera donc que certains sorts correspondent mieux à un type de chercheur que d'autres. Vide ténébreux sera plus facile à maîtriser par un membre de la spirale, car le sort ressemble un peu à son utilisateur, tout comme les titans d'ailleurs. Voici une petite liste des sorts dans la série. Parmi les sorts offensifs, il y a Pulse-Rayon, Toucher Bélier, Point Dragon ou Forgivre. Parmi les sorts défensifs, il y a Garde Honneur, réservé au Casterwill, Marque Armure, Brise Sort ou Mange Éclair. Parmi les sorts utilitaires, il y a Hypersaut, Chute de Plume, Trouve Forme, Presse de Feu, Cage Mentale ou Simple Esprit. Parmi les sorts à utilité multiple, il y a Flash Éclair, Lève Bulle, Main de Fer, Vue Esprit, Spectre Mémoire ou Arachno Touche. De manière plus détaillée, voici la liste complète des sorts avec leur application. Flash Éclair lance un flash lumineux offensif, souvent utilisé comme éclairage. C'est le sort de base de tout chercheur. Pulse au rayon lance un rayon d'énergie offensif. Hypersaut permet d'effectuer un grand saut ou de courir sur les murs. Toucher Bélier envoie un tir d'énergie à onde de choc. Presse de feu augmente drastiquement la vitesse du chercheur grâce à une aura de feu. Sceller ombre augmente drastiquement la vitesse du chercheur grâce à une aura d'ombre. Point Dragon augmente la force et la puissance des coups de poing du chercheur. Pierre Gant enveloppe la main de pierre. Main de fer enveloppe la main de métal. Mange Éclair absorbe un pulse au rayon. Brise Sort, notamment utilisé par Sophie, permet de rompre les sorts qui maudissent ou scellent un objet. Marque Armure, c'est un bouclier. Garde Honneur, bouclier également, réservé au Casterwill. Mur Terrestre, bouclier utilisé par Hoffman dans l'épisode 9 de la saison 2. Bloc Armure, bouclier utilisé par Locke tout en se déplaçant. Appel Lame, pouvoir exclusif à Locke ou en tout cas celui qui détient l'épée de volonté, sort qui lui a été appris par les Casterwill. Il lui permet de matérialiser l'épée de volonté dans ses mains. Rétrovision, permet une vision derrière la tête. Bon, c'est pas super pratique, mais c'est un sort. Vague Lame, pouvoir de Racimov et des membres de la spirale de sang, envoyant des ondes d'énergie noire. Lien du désespoir, permet de briser le lien entre un titan et son chercheur. Cage mentale, bouclier pour l'esprit protégeant du contrôle mental et de la folie. Stop Call, permet d'engluer les ennemis au sol. Simple esprit, permet d'effacer la mémoire d'un esprit faible. Spectre mémoire, pouvoir de Zalia permettant de créer une illusion. Forgivre, envoie un tir d'énergie givré. Chute de plume, amortit une chute. Brume ténébreuse, permet d'aveugler l'ennemi dans une brume noire. Arachno touche, permet, grâce à un jet de colle, de s'accrocher à une surface. Départ des ombres. Alors, pourquoi ça s'appelle comme ça je ne sais pas, mais notamment utilisé par Santiago, ça envoie des shurikens. Apparemment plus rapidement. Lève bulle,
Enveloppe un objet, un humain ou un titan, d'une bulle pour le soulever et le déplacer dans les airs. Normalement, le titan, le chercheur ou celui qui est emprisonné dedans ne peut pas se libérer. Imite sort. Permet de copier le pouvoir d'un sort ou d'un titan. Dandval a notamment copié le sort de renaissance du phénix avec son sort, ce qui fait qu'il est immortel. Oui, c'est un petit peu... beaucoup, hein, mais bon. Ce sort est... Si tu l'apprends, bah, t'es un petit peu un dieu, hein, donc... ça vaut le coup, je pense. Je ne serai jamais battu par quelque chose d'aussi misérable qu'un mortel. Ça tombe plutôt bien. J'ai quelque peu changé de condition. Vue esprit permet de connaître les attaques futures d'un ennemi avant même qu'il ne les décide. Main venin. Sort offensif de l'organisation. Tranche course. Sort d'esquive. Morsure tranchante permet de renvoyer un titan dans son amulette en un seul coup. Oui, ça aussi c'est un petit peu excessif. Pouvoir marquant. Permet de renforcer la puissance d'un chercheur. Jeunesse furieuse, permet de renforcer la puissance d'un chercheur et de briser ses entraves. On adore tous Shona qui dit « Jeunesse furieuse !» Ça, c'est sa phrase préférée. Ça. Onde explosive. Tire d'une onde explosive. Ah, jusque-là, rien de choquant. Bouclier des tempêtes. Bouclier qui retourne un sort à son envoyeur. Déluge de feu, salve de tir de feu. Combat continu, remet d'aplomb un chercheur affaibli. Camouflage, rend transparent un chercheur. Brûlame décuple la puissance des sorts au détriment de l'énergie vitale du chercheur. Vide ténébreux, notamment utilisé par Asimov, là aussi on adore tous Vide ténébreux, qui permet de créer un trou noir qui peut tout détruire. Il a notamment détruit les titans cavaliers et gardages. On se demande d'ailleurs pourquoi il ne l'utilise pas contre Dante ou Locke, etc. Ça irait plus vite. Hein. Jeunesse vitale permet de réinvoquer un titan immédiatement après qu'il est rentré dans son amulette. Trouve forme. Remet les objets dans leur état d'origine. Il est notamment utilisé par Sophie pour réparer le journal d'Eton Lambert, ce qui, est une aide non négligeable. Trouve voix. Sort antique permettant de détecter la puissance émanant de l'amulette à proximité. Double sort. Permet de tirer 2 sorts en même temps. Chute abyssale. Permet de créer un gros trou noir pour enfermer ses victimes. Cœur acide. Tire un jet d'acide. Au même titre, Croc venin tire aussi un jet d'acide. Forge armure. Permet de créer un bouclier magique. Guérison instantanée, permet de soigner les grandes blessures. Brûle armure, crée une armure en feu. Force aura, sort offensif de la spirale, aura qui repousse les attaques et sert aussi de vague d'énergie. Lame de lumière, crée une lame en lumière plus résistante que la moyenne. Rafale éclair, tire des rafales de vent. Lien solaire, permet d'emprisonner ses ennemis. Pouvoir du journal magique, le fameux sort romantique d'Untic. Je savais que ça finirait par arriver. Pouvoir du journal magique. À partir de maintenant, tout ce qui sera écrit sur l'un de ces 2 journaux apparaîtra automatiquement sur l'autre. C'est trop triste, putain. Je vous aime, les gars. Position de frappe, sort inventé par Klaus, ça permet de doper les titans. Toucher mortel, c'est une sorte de rayon d'énergie qui circule, aussi créé par Klaus. Frappe décuplée, c'est un peu la version améliorée de position de frappe, ça permet de doper non seulement les titans mais aussi les chercheurs. Brise sort, sort offensif. Appel Cipher, ou juste Cipher Dex, permet d'appeler le Cipher Dex, l'holotome des Casterwheel. Pour celui-là c'est un peu dur, je vous laisse juger par vous-même. Je pense que c'est marée noire, mais c'est difficile d'entendre. Au même titre, voici un autre sort utilisé par les mermaids, tranche foudre. Sort offensif également. Onde assourdissante, c'est une onde assourdissante. Folie meurtrière, sort offensif utilisé par Tantras. Piège glissant, souvent utilisé par Dante, ça permet de créer soit une corde par exemple pour surprendre un adversaire, soit une savonnette par exemple. Bâton d'épine, permet de créer un objet comme une torche par exemple en un bâton de combat. Tempête de feu, tire un rayon de feu. Corde enchantée, sort qui permet d'emprisonner ses ennemis dans des cordes. Transport de feu, permet de se téléporter dans une aura de feu, sort utilisé notamment par Shona pour se défaire de ses liens. Marque armure, bouclier. Trouve cible, sert de tête chercheuse. Scan, nom non officiel, sort utilisé par Stack pour trouver le monocle de Nostradamus. Lame furtive, lance des lames invisibles sur son adversaire. Ombre affaiblissante, pouvoir offensif. Point de peau, permet d'emprisonner son adversaire dans des bandages, comme une momie un peu.
Attrape-cage. Emprisonne son ennemi dans une cage indestructible. Tempête de flamme, rayon de flamme, lame sacrée. Apparemment, Nimue Castorwheel aurait utilisé ce sort conjugué à celui de Brûlame pour faire son aura dévastatrice pour arrêter l'armée de la spirale. Forgard. Au même titre que Forgarmur, ce sort permet de créer des lames magiques. Ombre pétrifiante, sort utilisé par le traître pour pétrifier ses adversaires. Canne pouvoir, permet de trouver un pouvoir aux alentours. Marque-feu, permet de créer du feu, a été utilisé notamment par Racimov pour faire fondre du métal. Glisse courant, a permis au professeur de se téléporter. Scan Cipher ou Stop Scan en version anglaise, puisqu'il n'a pas de... En fait, en français, il n'y a pas de nom à ce sort, permet de scanner des documents par le Cipherdex. Slitherfoot, il n'y a pas de VF non plus, a permis à Defaux de grimper sur les murs. Serment est un sort de sérum de vérité, permet de faire dire la vérité à une cible. Vague ténébreuse. Envoie des lames de ténèbres. Sort létal, attaque offensive. Rayon de force, permet de décupler la force d'un titan et de le relancer au combat. Brise-écu, sort offensif. Peau de givre, permet de se protéger à l'aide d'une armure de givre. Déluge de feu, sort offensif, tirant une salve de feu. Bloc connaissance, sort utilisé par Foucault pour protéger les connaissances dans un bloc de cristal, protéger les secrets des Castorwheel. Annule sort, sort offensif également. Couvre léger. Couvre léger est un sort souvent utilisé par Sophie pour protéger Sabriel. Cache-vue. Comme camouflage, cache-vue permet de dissimuler un titan ou un objet. Ligne de sang permet de sacrifier des titans, l'énergie des titans pour venir consolider l'énergie d'un autre titan. Sort utilisé entre autres par Harrison pour augmenter la force d'antédiluvien hyperfusion. Alors, ce sort-ci c'est un peu particulier, dans la VF ils disent forgivre, mais normalement c'est drain de pouvoir, donc permet de drainer les pouvoirs d'un chercheur. Fantôme de fumée, là il n'y avait pas de nom officiel non plus, sort utilisé par Tantras pour entraîner ces jeunes recrues. Peur profonde, permet de décupler la peur. Clone Mask, sort utilisé à la fois dans la BD mais également dans la chambre de Salomon et de la reine de Saba, donc ce sort qui permet de prendre l'apparence d'une autre personne. Lien craint, permet de créer des énormes racines qui permettent de retenir quelque chose, comme le pied d'Ymir par exemple. Faux pas, permet de déverrouiller une serrure. Terreur vision, choque l'adversaire avec une vision qui fait peur. Brouille-esprit, sort utilisé par Zalia et Garé en mode hyperfusion pour laver le cerveau de Tantras. Pierre-lame, sort offensif. Crevenin, encore une fois, tire de l'acide. Hyper-choc, le sort le plus puissant du traître, c'est un gros rayon de magma. Frappe de feu, sort offensif, tire un rayon bleu qui apparemment est du feu très chaud. Songe ténébreux, sort utilisé notamment par Zalia qui permet d'endormir une cible. Earth Rift, ou en français, puisque c'est un sort utilisé par Wind, mais ça veut pas dire grand chose, donc on va appeler ça crevasse terrestre, même si c'est pas le nom officiel. Donc ça permet de créer des crevasses dans le sol, après avoir fait un gros coup de poing. Blade Storm, ou Lame des Tempêtes, même si là encore il n'y a pas eu de traduction française, donc ça permet de créer des gros pics de métal qui sortent de n'importe où, donc par exemple qui sortent des murs. Chaîne de feu, c'est un sort qui permet de faire pleuvoir des météorites de feu. Flammes éternelles, sort qui permet de tirer un rayon de flamme. On passe maintenant aux artefacts. Alors, les artefacts, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que cherchent le plus les chercheurs durant leur mission. Ce sont des objets antiques, aux pouvoirs divers. Bien sûr, les amulettes sont en quelque sorte des artefacts, mais nous les considérons comme une catégorie à part, même si la frontière entre les deux est très mince. Voici la liste des artefacts dans Untick. Le marteau de Thor, Mjolnir. Thor était un puissant chercheur, et il utilisait ce marteau au combat. Cela lui valut l'estime des gens ordinaires qui le vénérèrent comme un dieu. Le marteau est caché au fond du temple caché de Thor. L'anneau d'arc. C'est une sorte d'artefact, bien que ce soit aussi une amulette, comme je vous dis, la frontière entre les deux est très mince. Elle est protégée d'un puissant sortilège qui plonge quiconque la touche dans un profond cauchemar. On raconte également que l'anneau pourrait prédire l'avenir, mais rien n'a été vraiment prouvé, même si on peut considérer que c'est vrai, puisque Sophie a pu voir la mort de Sabriel avant que cela arrive. L'épée de Saint-Georges est au même titre un artefact en même temps qu'une amulette. Il renferme le titan Lindorm et était la puissante épée dont se servait Saint-Georges dans toutes ses batailles. Le sceptre de Nefertiti. Le sceptre a été scellé profondément dans la tombe de Nefertiti et protégé par une série de pièges et d'énigmes mortelles. Il a finalement été acquis par la Fondation Untick. Cependant, afin d'échapper aux forces de l'organisation, Dandval a jeté le sceptre dans une cascade pour laisser le temps à l'équipe de s'échapper.
et il a été récupéré par les costumes cravates à la botte de Klaus. Cependant, Dante a ensuite révélé qu'il avait placé un dispositif de repérage sur le sceptre, qui les conduirait à la librairie de Klaus. Après que Klaus ait reçu le sceptre et appris le sort Trouve-Voix, il l'a détruit. La bouteille du djinn renfermait sans doute jadis le titan Maelstrom. Bien que ce n'a pas été réellement dit, ça a été plus ou moins indiqué. Elle est vide aujourd'hui et est conservée dans le labo de Klaus comme des dizaines d'autres artefacts encore inconnus. Certains seront d'ailleurs définitivement inconnus puisque le labo a été détruit par la spirale de sang. Le cœur de Vlad Dracul. Et comme son nom l'indique, le cœur de Vlad Dracul. Oui, bon, ça paraît logique. Il est enfermé dedans tous ses mystérieux pouvoirs. Il faut une concentration extrême pour se les approprier. Gleipnir est une corde magique qui retenait Fenris, le titan. Une fois enroulé autour de son cou, il perd toute sa puissance. Les dents de dragon, trouvées dans le trésor de Jason et les Argonautes, elles permettent l'invocation des titans hoplites. Le journal d'Ethan Lambert est aussi considéré comme un artefact, en effet. Il contient un nombre impressionnant de recherches très utiles sur le monde des titans et sur l'amulette de volonté, qui est aussi une sorte d'artefact, même si c'est plus une amulette. La toison d'or était la toison d'un bélier d'or et le prix convoité de la quête de Jason et des Argonautes. En plongeant vers l'Argo pour récupérer les amulettes hoplites de Jason, Zaliamun a rencontré la toison d'or parmi d'autres objets, dont la pomme de Paris et la flèche d'Hercule. Placer une pièce sur le piédestal de la toison d'or a déverrouillé le coffre-fort lui permettant de récupérer le coffre de dents de dragon et les amulettes d'hoplite. La clé du tombeau de Jodislor est aussi considérée comme un artefact, elle ouvre le tombeau de Jodislor. L'épée de volonté est un des plus importants artefacts, c'est celui qui suivra Locke durant toute la saison 2, c'est une épée renfermant l'amulette du titan des champions, seul un être jugé digne par Lord Casterwill est digne de décrocher en fait cette épée, un peu comme Excalibur. La lance de Vlad l'Empaleur permet d'ouvrir les portes du château de Vlad Dracul. Elle contient sans doute d'autres pouvoirs que nous ignorons. La flûte enchantée a été déverrouillée après que Sophie Casterwill a utilisé avec succès une flûte pour ramener les titans de Gremlo à leurs amulettes. Une lumière rayonnante provenant de l'amulette a changé la flûte en flûte à pied et est devenue ainsi un artefact. Le monocle de Nostradamus permet de voir l'avenir. Du moins, il permet de sélectionner les quatrains de son créateur pour voir la destinée de celui qui l'utilise. Le pendentif de Toutankhamon est un antique artefact supposé pouvoir contenir l'énergie de la comète rouge et ainsi contrôler les annulateurs. Quand Asimov l'a utilisé, on peut pas dire que ça ait marché, du coup, peut-être que cet artefact c'est juste le pendentif de Toutankhamon en fait. Qu'est-ce que... Comment est-ce possible? Zut alors! La magnétite est une sorte d'artefact, alors pas vraiment, puisque ce n'est pas un objet à proprement parler, c'est une pierre triangulaire qui empêche l'invocation des titans et d'utiliser les sorts. La clé de Nefertiti est une clé située dans la tombe de Nefertiti. La clé est cachée derrière une porte avec l'icône de la spirale de sang. La clé peut ouvrir l'entrée secrète de la tombe de Toutankhamon. Dans la BD de Huntik se trouve l'artefact Ascalon, en forme de lance, selon Gilles, un scientifique de la Fondation qui n'existe que dans la BD. Si l'organisation avait pu mettre la main dessus, la Fondation Huntik aurait été en grande difficulté. En tout cas, d'après Gilles, encore une fois, Guy Bolg, la lance de Curulain, ou Cuculain, enfin c'est comme vous voulez, on peut que supposer que cet artefact existe. En fait, on suppose même que c'est en son honneur que son fidèle titan s'est appelé ainsi. Une sorte de casse-tête se trouve dans le temple de Poséidon. Il n'a pas de nom, mais c'est un artefact qui permet de trouver, et pas n'importe quoi, l'antique amulette de la volonté. Les costumes du prince Salomon et de la reine de Saba. C'est uniquement vêtu, ainsi que le sort qui permet d'ouvrir la porte vers l'amulette de Tao fonctionne. Enfin, en tout cas, théoriquement, parce que c'est vrai que, apparemment, le geste amoureux de se tenir la main est peut-être suffisant pour ouvrir la porte, ça on n'a pas de preuve. Mais théoriquement, ces costumes sont utiles pour l'ouverture des portes. Foucault a protégé les secrets des Casterwill dans un cristal pendant l'attaque de la spirale. Désormais, ce cristal est aussi un précieux artefact, puisqu'il en contient tous les secrets des Casterwill, ce qui là non plus n'est pas rien, sachant que c'est la plus grande famille de chercheurs existants. Qu'est-ce qui vous prend? Je croyais que tous les Casterwill étaient des héros. Le journal de bord de Jason est également considéré comme étant un artefact.
Et voilà, c'est à peu près tous les artefacts connus dans Untic, même s'il en existe sans aucun doute des centaines d'autres, entre autres dans le labo de Klaus, mais aussi des qui ne sont même pas encore trouvés à l'heure actuelle, etc. Donc voilà, c'est une liste la plus exhaustive possible. Maintenant, je laisse la parole à mon camarade Takeru, qui va vous parler des factions. Les fractions, c'est tout simplement des clans, des sociétés dans le monde d'Untic. Voilà, ça c'est un simple. On va parler des 4 fractions les plus connues, parce que si on doit parler de toutes les fractions secondaires et tertiaires, on n'en aura pas fini. Il existe 4, il y a la Fondation Untic, Casterville, la Spirale de Sang et l'Organisation. La Fondation Untic, c'est simple, c'est tout simplement une société internationale qui est là pour recruter des nouveaux chercheurs, capturer des titans pour les mettre en sécurité, etc. Si ils retrouvent un nouveau chercheur, ils vont lui apprendre les bases, lui donner des titans comme par exemple des freelancers, etc. pour ensuite leur laisser le choix, soit ils veulent faire leur vie à côté, soit ils peuvent intégrer une équipe pour faire des missions. Ensuite on a la famille Casterville, c'est un clan très ancien, voilà, on a déjà parlé un peu avec Lord Casterville, le premier chercheur. Ils sont là pour entretenir la tradition de la famille Casterville et tout. Depuis plusieurs années, après plusieurs incidents, beaucoup de membres ont été cachés partout dans le monde, donc ce qui complique énormément la tâche. Ils peuvent seulement être réunis que par l'aide de l'étoile bleue, une sorte de signal pour pouvoir les rassembler. Ensuite on a l'organisation, c'est une société qui est contre la Fondation Untic. Ils ont à peu près le même principe, sauf que là ils sont plutôt dans le type mafia, tu vois. Ils sont là pour corrompre les gouvernements, les familles royaux, toutes les banques, ce que tu veux. Bref, c'est une mafia, tu vois. Leur dirigeant, le professeur, a été dit qu'il avait la capacité de rassembler autant de membres qu'il veut que par la puissance de son anneau, le titan légendaire de l'âme Arachnos. Il faisait un lavage de cerveau, comme ça devenait littéralement ses marionnettes. Ils ont pour objectif de collectionner toutes les richesses, de contrôler le monde, bref, c'est la routine. Ensuite, et finalement, on a la Spirale de Sang. La Spirale de Sang, c'est une sorte de secte qui est dirigée par Rasimov, qui suit la volonté du traître. Le traître est un ancien tamine de Lord Casterville, mais comme son l'indique, l'a trahi. Super. Et son but est de ramener des annihilateurs pour pouvoir détruire le monde. C'est assez simple, tu vois. Ils ont pour but aussi d'éliminer la famille Casterville, tant qu'on y est. Bon, on a parlé des titans par-ci, des titans par-là, mais une question se pose. C'est quoi un titan? C'est pas un humanoïde qui fait plusieurs mètres de long et qui est à poil. À pas confondre avec ce genre de titan. Non, tu dégages! Les titans, dans l'univers d'Untic en tout cas, sont des entités qui sont représentées par de multitudes de mythologies représentées partout dans le monde. Il existe 8 catégories, dont 7 représentent chacune des mythologies les plus connues. On a par exemple les Dark Titans qui représentent la mythologie venant de l'Europe, notamment l'Europe médiévale ou l'Europe de l'Est. On a les Gaïa Titans qui représentent la mythologie irlandaise, ils représentent surtout la nature. On a les Ectotitans qui représentent la mythologie égyptienne, les Cro-Titans qui représentent la mythologie grecque, les Titans qui représentent en soi n'importe quelle mythologie, n'importe quelle histoire du monde que ça parle de roche. Ensuite on a les Mésotitans qui représentent la mythologie américaine, Amérique du Nord, Amérique du Sud. On a les Soratitans qui représentent la mythologie africaine, et les Yamititans qui représentent la mythologie asiatique, donc, tout ce qui est mythologie chinoise, mythologie japonaise, etc., etc. Pour ceux qui ont suivi, ont remarqué que j'ai cité 8 catégories, mais que j'en ai parlé que de 7. Ça c'est simple, puisque la 8ème catégorie, c'est les titans légendaires. C'est des titans qui, peu importe leur mythologie, que ce soit indienne, arabe, ce que tu veux, font partie d'une seule catégorie due à leur force incommensurable. Une amulette est un artefact qui permet de lier les titans au monde des esprits et au monde des humains. Grâce à ça, les titans peuvent invoquer à n'importe quel moment possible. Pour les invoquer, c'est assez simple. Il suffit de citer le nom de ce titan ainsi que d'avoir la puissance et la volonté suffisante. La forme et la couleur de ces amulettes peuvent varier selon la catégorie des titans, comme vous pouvez voir actuellement. Par exemple, les Dark Titans ont une couleur beaucoup plus mauve, bleutée, alors que les Ectotitans sont plus des couleurs chaudes, genre du jaune, du noir, un peu de vert par-ci par-là, représentant un petit peu l'Égypte.
Si le titan est détruit, par exemple il meurt, et ben il revient dans l'amulette, tout simplement. Mais le chercheur va malheureusement perdre un peu de sa puissance vitale. Ça dépend de la puissance du titan aussi. Si par exemple il se passe un truc, par exemple imaginons que le titan ne peut pas revenir dans son amulette à cause d'un autre titan ou d'une capacité, et ben si le titan est battu dans ces circonstances, alors le titan est considéré comme mort et l'amulette est détruite. Techniquement il n'est pas mort, c'est juste que voilà, il peut plus accéder au monde des humains. Ce qui est un peu bête. Onde explosive! Sabriel, retourne dans ton amulette. C'est un ordre. Double sort! Non! Arrêtez! N'approche pas! Onde explosive! Tu croyais pouvoir m'arrêter? Dernière étape avant de pouvoir utiliser votre titan librement, c'est de faire le lien. Pour établir le lien, c'est extrêmement simple. Il suffit que votre personnalité ressemble à celle du titan ou correspond aux critères de ce titan. Si c'est le cas, plus votre personnalité ressemblera à celle du titan, plus le lien sera fort. Et comme ça, vous pouvez utiliser votre titan plus librement. Si le contraire arrive, ça risque de partir au vinaigre. Par exemple, dans la saison 1, épisode 18, au moment où Rassimov, un antagoniste, s'est accaparé du titan cavalier, il a décidé de l'invoquer. Mais la personnalité de cavalier ne correspond pas du tout à Rassimov, c'est même le contraire, tu vois. Alors ce qui s'est passé, c'est que le titan cavalier a décidé de refuser le lien à Rassimov et même de tenir tête face à celui-ci. Mais bon, s'il connaissait son destin, je pense qu'il aurait peut-être changé d'avis, mais voilà, on peut rien y faire. Autre critère qui est important pour le lien, c'est si le titan avait un ancien chercheur ou non. Si oui, alors si votre personnalité ressemble à celle de l'ancien chercheur, alors le lien sera tout à fait identique, voire même plus fort. Si c'est pas le cas, ça sera plus compliqué. L'étape suivante concernant les liens, c'est le mode hyperfusion. Le mode hyperfusion, il est assez simple. Si le lien entre le chercheur et le titan est extrêmement fort, alors le titan va évoluer, un peu comme un Pokémon. Et qu'est-ce que ça va changer? À part un bon glow-up niveau design, il va y avoir aussi d'autres choses. Par exemple, il va avoir plus de capacité, plus de puissance et tout. Mais aussi, il va avoir la capacité de communiquer avec son chercheur par télépathie. En gros, le titan peut, entre guillemets, parler. Et ça, franchement, c'est assez stylé quand même. Qu'est-ce qui se passe avec Kiprine? Tes liens avec lui sont devenus très puissants. Désormais, vos pouvoirs ne font plus qu'un. Et votre connexion mentale est parfaite. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Donc là, c'était une vidéo purement instructive sur l'univers d'Antique. On verra si je sortirai d'autres vidéos dans ce style-là. En tout cas, c'était un véritable plaisir de collaborer avec Takeru. Et possiblement du coup à bientôt pour une autre vidéo de ce format, ou alors à bientôt pour une vidéo descriptive des Titans, ou encore à bientôt, je l'espère, pour la série audio qui, je vous rassure, est toujours en cours. Cela dit, c'est vrai que je vous cache pas que pour l'instant je suis très occupé, du coup j'ai beaucoup de mal à la faire avancer rapidement. Mais je vous promets par contre qu'elle sortira. Voilà. Bon, sur ce, j'ai fini de m'éterniser, hein, et je vous dis... Enfin, à bientôt, quoi.